Nous sommes le 9 mai 2015. C'est il y a environ une dizaine d'années et il s'agit à l'heure actuelle de la seule perte d'un A400M, cet avion que l'on appelle l'Atlas, on va en parler de son nom un petit peu plus tard, qui a été perdu malheureusement lors de sa sortie d'usine. Avec une équipe d'essai d'Airbus, cet avion devait rejoindre l'armée de l'air turque. Pourquoi est-ce que je voulais traiter ce sujet en ce moment? Parce que vous le savez forcément, il y a eu pas mal de bruit autour du 787 en Inde et de ce dual cut-off au niveau des réacteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le cas de la 400M, nous avons effectivement un problème informatique qui a amené 3 des moteurs à se retrouver bloqués en plein réduit. Et c'est en l'espace de quelques jours seulement que les équipes d'Airbus et les enquêteurs ont réussi à identifier la problématique. Dans la foulée, les flottes à travers le monde ont été interdites de vol dans certains cas pendant plusieurs mois. Mais avant qu'on rentre dans le détail, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les bases autour de cet accident qui a marqué l'histoire d'Airbus Military. Atlas, le porteur en grec, qui était un titan. Et je vous rappelle qu'il y a eu la guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe, combat, guerre gagnée par les dieux de l'Olympe. Atlas s'est retrouvé à porter la voûte céleste pour l'éternité. Et on a percé le fils de Zeus, qui en plus s'est dit qu'il allait le pétrifier avec la tête de la méduse. Bref, l'A400M, c'est un porteur. Et son objectif, c'est de pouvoir amener 37 tonnes à 4500 km, qui plus est sur un terrain peu préparé. C'est un avion qui est issu d'un long programme et comme souvent pour les programmes de ces dernières décennies, il y a eu du retard et du surcoût. Au final, on a 141 tonnes qui peuvent voler à Mach 0,72. Ça, c'est la vitesse maximum. Donc on est plutôt sur des vitesses assez lentes comparées à un réacteur. On peut monter au niveau 400. Mais encore une fois, la volonté était de pouvoir faire une sorte de remplaçant au Transal, au C-160 et même à l'Hercule, le fameux C-130. Il est intéressant de noter que d'autres nations sont plutôt allées vers du turboréacteur et que c'est souvent discuté entre professionnels du milieu. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des hélices? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des réacteurs? Et je ne vous donnerai pas mon avis. Pour ce qui est des réacteurs, il s'agit du TP400. Donc c'est de l'Europrop International. Nous sommes sur des hélices à 8 pales de chez Ratier, fabriquées à Figeac. Une hélice qui nous donne 5,3 mètres de diamètre, c'est absolument énorme. Un moteur triple corps qui pèse 1,9 tonne et qui vient nous donner 11 620 chevaux de puissance. On va faire simple, pour un avion de l'Ouest occidental, c'est le moteur le plus puissant. Il a été mis au banc en 2005, premier vol en 2009, mais il a déjà existé plus puissant comme moteur avec les soviétiques qui n'ont pas pu s'empêcher dans les années 50 d'aller chercher les 15 000 chevaux. Et la raison pour laquelle je passe autant de temps sur ce groupe motopropulseur, c'est parce que c'est un souci informatique qui s'apprête à coûter la vie à 4 des 6 membres d'équipage. Avant d'attaquer, je tiens quand même à préciser que le rapport complet n'est pas public. En Espagne, ce n'est pas la même philosophie qu'en France, où nous avons l'énorme chance d'avoir notre BEA, Bureau Enquête Analyse, et notre BEA-E, la version étatique, anciennement BEAD, Défense, qui nous permettent à tous de grandir suite aux accidents qui touchent les aéronefs d'État. Nous sommes donc sur le terrain de Séville, Séville où il y a une activité aéronautique depuis 1910, où on a eu le premier vol entre le Maroc et l'Espagne qui s'est posé, et où l'aéroport a été transformé pour l'exposition universelle de 1992. On a une très grande piste, Airbus y a ses usines, j'ai eu la chance d'y aller avec nos simulateurs de vol, c'est très impressionnant et c'est ultra clean. Le décollage a lieu en piste 09. À 12h54 locale, il y a accélération, rotation, puis un virage vers la gauche de 90 degrés, cap au nord, à environ 400 pieds. En fait, c'est au moment où l'équipage va commencer à réduire après décollage qu'on va avoir une perte de traction sur les moteurs 1, 2 et 3. Il ne reste plus que le moteur 4 qui produit de la puissance. Les manettes sont ramenées à l'arrière, ramenées vers l'avant, mais en fait, les moteurs sont bloqués sur le plein réduit pour ce qui est du 1, 2, 3. Tout de suite, le copilote va annoncer qu'il y a un problème technique et l'équipage va essayer de retourner vers le terrain. En termes d'APEX, ils vont monter à environ 1700 pieds et atteindre 175 nœuds. Rapidement, ils vont se retrouver à devoir se mettre en descente aux alentours des 1600 pieds variaux. Vous l'aurez compris, ils ont un peu plus d'une minute avant de toucher le sol.
et leur vitesse va se stabiliser aux alentours des 160 nœuds. Environ 3 minutes après le décollage, ils vont se vacher, se poser dans un champ, mais malheureusement, ils vont percuter une ligne électrique et l'avion va s'embraser. Il y aura un agriculteur qui va se précipiter, qui va aider à la sortie de 2 des membres d'équipage, mais malheureusement, 4 vont périr dans les flammes. Les aéronefs en approche pour sévir vont se retrouver déroutés sur des terrains autour, notamment Malaga. La livraison de cet avion, le 12e sur 174 prévus à ce moment-là, était prévue pour le mois suivant aux Turcs. Ça devait être le 3e A400M livré aux Turcs. Il s'agissait de son tout premier vol d'essai et le programme avait déjà connu des retards pour des soucis de qualité. La Royal Air Force va alors immédiatement mettre au sol, interdire de vol ces 2 avions et un de ces aéronefs va se retrouver bloqué au Nouveau-Mexique, impossible pour lui de rentrer au Royaume-Uni. D'autres pays, comme notamment la Turquie, vont faire de même. Et dès le lendemain du crash, le chef des essais en vol de chez Airbus Military va monter à bord d'un A400M et ils vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Il faut quand même noter que le chef est monté dans l'avion juste après le crash, une forme de leadership plus qu'appréciable. À ce moment-là, ils avaient 20 400M sur la chaîne et forcément, il fallait trouver la solution pour que ça n'arrive plus jamais. 10 jours après l'accident, ils commencent à faire des tests au niveau de l'ECU des TP400. Alors, je ne vais pas vous parler dans une langue bizarre, on va expliquer tout ça. Sur les aéronefs modernes, les moteurs sont gérés par informatique. Vous avez ce qu'on appelle le FADEC, le Full Authority Digital Engine Control. Donc en fait, vous avez un système digital qui a autorité complète sur votre moteur. Là, quand je bouge la manette des gaz, ça vient bouger des câbles et ça vient avoir un impact direct sur le moteur. Quand je mets du manche à gauche ou à droite, ça a un impact direct par les tringles sur les commandes de vol. Sur les avions modernes de haute technologie, vous avez les commandes de vol électriques où les impulsions que vous donnez, les ordres que vous donnez dans votre manche vont vers un cœur informatique qui récupère de l'information et qui après derrière va bouger vos commandes de vol de la manière la plus optimale possible pour la conservation des qualités de vol de l'avion, sa fatigue structurelle, mais également pour les performances. Le FADEC, c'est l'équivalent de cet ordinateur de commande de vol électrique, mais pour votre moteur. Je vous rappelle qu'à une époque, quand on a eu les premiers réacteurs, si vous étiez plein gaz et que d'un coup vous mettez plein réduit, il y avait de grandes chances que votre moteur coupe. Ou si vous étiez plein réduit et que d'un coup vous mettez plein gaz, eh bien que votre moteur n'arrive pas à suivre et que vous ayez un décrochage compresseur. Donc il fallait être extrêmement souple dans la conduite du réacteur, c'était accidentogène, le FADEC est arrivé et maintenant vous êtes plein réduit, vous mettez plein gaz et ce FADEC va vous permettre d'avoir les meilleures performances possibles. Il est là pour vous aider. Vous avez également l'ECU, l'unité de contrôle électronique, qui est d'une certaine manière le cerveau des moteurs. Mais ce cerveau, comme toujours dans l'aviation, a besoin de données, de data. On l'a vu avec le Rio Paris, si votre informatique embarquée n'a pas de bonnes données ou a des données corrompues, alors généralement c'est assez catastrophique. Et là, premier vol, il s'avère que lors de l'installation des ECU, donc des cerveaux sur les TP400, sur les moteurs de la 400M, les fichiers de calibration du couple des hélices, qu'on appelle le torque en anglais, ont été effacés. Un énorme souci qui fait que l'avion est parti en vol sans certains fichiers nécessaires au bon fonctionnement des ordinateurs, avec 0 remontée d'alarme et aucun moyen pour l'équipage de conduite de savoir que ça allait très mal se passer. Et à ce moment-là, en 2015, à cette époque du programme, réduire les gaz sans ces fichiers à bord voulait dire des moteurs bloqués plein réduit. Rapidement, les enquêteurs et Airbus ont réussi à trouver d'où venait le problème. Le 19 mai, ils ont fait des tests sur les ECU, comme on le disait, donc sur ce cœur informatique des moteurs. Un mois après l'accident, ils ont pu recommencer les vols des prototypes en Espagne. Ils ont eu l'autorisation de l'autorité espagnole pour revoler au-dessus du territoire, car suite à l'accident, les Espagnols ont dit « vous ne faites pas voler vos prototypes A400M au-dessus de notre population ». Et dans la foulée, les Britanniques, le 16 juin, ont levé l'interdiction de vol des avions et les Turcs le lendemain. Et les Allemands, qui avaient également interdit de vol leurs avions, ont attendu un petit peu plus et c'est le 19 juillet qu'ils ont accepté que les A400M revolent sans accident notable depuis. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur cet accident ? Seul pour l'instant, on peut toucher du bois, d'A400M qui a été très popularisé par Rogue Nation, Mission Impossible, en 2014 tourné au Royaume-Uni, où on voit Tom Cruise, que l'on connaît très bien dans l'aviation, s'accrocher, protégé d'ailleurs par le déflecteur pour parachutistes, un déflecteur qui vise à protéger
au niveau de la porte de sortie des parachutistes pour qu'ils évitent de prendre trop d'air dans la figure, eh bien c'est toute la complexité de la transformation digitale dans l'aérien. Nous avons une période entre les années 2000 et 2015 où certaines erreurs faites en fait par les ingénieurs, certains talons d'Achille n'avaient pas été identifiés. Mais heureusement, à force de retour d'expérience, grâce également à la culture juste qui pousse les personnels à remonter des informations, à remonter des erreurs, nous avons réussi à aller vers une industrie beaucoup plus sûre où à l'heure actuelle vous avez 100 à 150 000 vols par jour en toute sécurité. Le point que je trouve néanmoins remarquable, c'est la célérité avec laquelle Airbus Military a réussi à identifier le problème venant des moteurs. Et je pense que dans l'industrie, nous sommes nombreux à espérer que cette transparence et ce professionnalisme puissent inspirer les enquêteurs à l'heure actuelle qui travaillent sur le Dreamliner, le 787 et le crash en Inde. Dans tous les cas, on ne va pas se mentir, quand avec un quadrimoteur, vous avez 3 moteurs qui ne traînent plus, ou quand avec un bimoteur, vous avez 2 moteurs qui ne poussent plus, clairement, vous êtes dans un des tout petits talons d'Achille qui reste au monde de l'aérien. Et c'est pour ça que voler sur des avions légers, avoir le sens de l'air, se chercher un champ, faire du planeur où vous êtes de base en panne moteur, vous permettent de développer votre capacité, ce qu'on appelle l'airmanship, votre sens de l'air. Et de plus en plus, alors que l'informatique pilote mieux que les pilotes, je pense qu'il est de la responsabilité des pilotes de ligne ou des pilotes militaires de venir sentir les filets d'air, de garder ce bon sens de l'air sur lequel nous sommes de moins en moins évalués, car notre métier, c'est migrer à devenir des managers de systèmes et de ressources informatiques. Et comme on aime le dire chez Airbus, back to basics, revenir aux bases. Ces derniers mois nous ont montré l'importance pour un pilote de savoir prendre le lead quand les 2 moteurs s'éteignent. Et sur ces petits avions, on a la chance d'avoir des parachutes de cellules. Ce n'est forcément pour des raisons de masse pas possible à l'heure actuelle sur les avions de ligne. Peut-être qu'on y viendra un jour, mais je ne pense pas que ça soit pour demain. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre la vitesse à laquelle les choses peuvent se passer après un crash où les moteurs sont en cause. Et nous reviendrons prochainement sur un A400M de l'armée de l'air et de l'espace qui faisait de la marche arrière en Australie et qui s'est retrouvé à endommager sa soute. Un incident pas banal. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Venez pourquoi pas voler avec nous sur Arcachon, on est la première quinzaine du mois d'août, on est là également début septembre. Et puis après, derrière, on ira en conférence, on ira en workshop. On ne peut pas tout faire malheureusement dans les journées. Et ces petits avions, on préfère quand il fait beau. La 400M, lui, il peut voler dans le nuage, aucun souci. À très vite sur la chaîne et fly safe.